Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Sentinelle. Et donc, vous commencez à avoir l'habitude, moi je suis Laura de l'équipe Sentinelle et je suis ravie de vous retrouver ce soir. On laisse un petit peu tout le monde arriver, juste le temps que je lance la présentation de ce soir. Hop, et qui n'est pas du tout au bon endroit. Je pensais que je l'avais remise à... Désolée, ça donne un peu la... Voilà, on en était plutôt là, au message de bienvenue. On va commencer par ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce jeudi soir pour se parler d'un sujet qui, on le sait, touche beaucoup d'entre vous et d'entre nous. On le voit déjà au fait que vous avez été très, très nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Merci beaucoup. On le voit aussi dans les chiffres, dont un, par exemple, qui date de 2022. 3,8 millions de personnes en France vivent aujourd'hui avec un cancer, ont eu un cancer au cours de leur vie. Un cancer qui, on le sait, peut revenir. C'est la fameuse récidive. Et c'est un risque avec lequel nous vivons chacun à notre manière et c'est tout le sujet de ce webinaire. Vous avez été très nombreux à nous en témoigner sur nos publications à ce sujet. Ce qui revient le plus, c'est cette impression d'une épée de Damoclès. On a lu des phrases comme j'ai peur que ça revienne, on n'est jamais à l'abri, ça reviendra tôt ou tard. Voilà, l'angoisse est permanente, des choses comme ça. Et tous vos témoignages, ils confirment que c'est une réalité bien partagée, parfois en silence, mais présente. Donc ce soir, on va prendre le temps d'en parler pour comprendre que l'impact de la récidive sur la qualité de vie, pourquoi la recherche elle a besoin de mieux connaître ce vécu et aussi quels sont les leviers et ressources qui existent pour vivre avec cette peur. Et petite précision importante, ce soir, on ne parlera pas des aspects médicaux ou cliniques de la récidive. Ce n'est pas le sujet de ce soir et ce n'est pas l'expertise de nos intervenantes de ce soir. On va vraiment s'intéresser au vécu, au ressenti, au quotidien. Et d'ailleurs, pour commencer, on voulait vous proposer un petit sondage que je lance tout de suite. Oh, si ça veut bien. Eh bien, ça ne veut pas. Ah si, ça y est. J'ai un petit problème d'affichage, excusez-moi. Voilà, il est publié. Et ça va nous donner un petit peu le là de ce webinaire. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau situez-vous votre peur de la récidive? L'idée, c'est que, alors comme ça, j'en profite, c'est pour celles qui cherchent où est le sondage. C'est en bas à droite de votre écran. Vous avez 3 petits onglets, un onglet sondage, un onglet questions et un onglet chat. Dans l'onglet chat, vous pouvez réagir au fur et à mesure de la présentation et je vois que vous avez déjà commencé à le faire. Dans l'onglet questions, vous pouvez poser vos questions en toute logique et voilà, c'est là où on ira piocher après pour poser vos questions à Vanessa et Pauline qui sont avec nous ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voter et à nous en dire un petit peu plus sur votre vécu à vous. Ce webinaire, il s'appuie sur les résultats de l'étude de perspective à laquelle vous avez été 1200 à vous proposer de participer. Et donc, pour en parler ensemble de ces résultats, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Jean-Pierre et Vanessa Laguette, qui sont toutes les deux psychologues sociales de la santé. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir et de prendre sur votre soirée pour parler de tout ça avec nous. Et du coup, j'ai fini mon petit blabla d'introduction. Et j'avais zappé votre présentation. Donc, Pauline et Vanessa, les voici. Et je vous laisse la parole à toutes les deux. Ça marche. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour justement nous écouter, vous restituer les résultats de cette recherche. Avant toute chose, on aimerait revenir sur effectivement le pourquoi du comment on s'est intéressé à ce sujet. On a remarqué que l'incertitude post-cancer, c'était vraiment un enjeu important à prendre en considération, puisqu'aujourd'hui, les progrès de la médecine et de la prévention permettent finalement de diagnostiquer et de traiter de plus en plus de cancers, ce qui fait qu'on a aussi finalement de plus en plus de personnes qui sont concernées par cette période de l'après-cancer. Et ce qu'on constate, c'est que cette période, elle est sujette à des difficultés à se considérer comme guérie en raison de 2 principaux facteurs qui sont les séquelles qui peuvent persister, les séquelles de la maladie et des traitements, mais aussi cette incertitude pronostique face au risque de récidive.
Et de fait, cette incertitude, elle peut entraîner des difficultés à se projeter aussi dans l'avenir après la maladie. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il était possible de mettre en place des stratégies préventives pour développer un sentiment aussi de protection face à ce risque de récidive, avec notamment la réduction des comportements qui sont considérés à risque et l'adoption de comportements préventifs, donc qui pourraient avoir un effet protecteur sur la récidive. Juste un point qui nous semble très important de souligner, c'est qu'on est ici sur une approche en psychologie de la santé. On s'interroge vraiment en fait sur le vécu qui est associé à ces comportements, à ce vécu de la récidive, et non à la valeur préventive des comportements. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas là pour dire si un comportement est efficace ou non face au risque de récidive. On est vraiment là pour voir un petit peu ce que les personnes mettent en place et finalement ce que ça leur apporte. Donc, ce qui nous intéressait aussi, c'est la question de qualité de vie. Pour beaucoup de nos travaux, on les consacre à cette question-là. La qualité de vie, on part un peu aussi du principe que dans tout le vécu que rencontrent les personnes, quelles que soient les situations, ce qui est important aussi à considérer, c'est l'impact que ça a sur le quotidien et sur la façon dont on va aussi aborder les différentes conséquences qu'il peut y avoir. Donc, dans cette question de qualité de vie-là, on s'intéresse surtout à comment se sentent les personnes dans leur vie de tous les jours, après la maladie, pendant, voilà, et à tous les niveaux surtout de la vie, c'est-à-dire autant le bien-être physique, bien sûr, mais aussi le bien-être émotionnel, les relations sociales, familiales, professionnelles ou tout ce qui impacte la vie au quotidien. Pour cette étude-là, on s'était intéressé autant sur l'impact au quotidien d'un point de vue négatif, donc il y a des inquiétudes qu'on peut rencontrer, les changements physiques, psychologiques, les questions de fatigue aussi qui sont importantes même dans l'après-cancer encore, bien sûr, et aussi éventuellement les éléments positifs qu'on peut rencontrer dans la qualité de vie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des changements de priorité, de l'entraide aussi vis-à-vis les uns des autres, et est-ce que aussi on peut avoir des regards différents sur la vie qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est des questions qui nous ont aussi intéressés. Donc, par rapport au contexte de la recherche, l'idée aussi, c'était de dire qu'il y avait peu, finalement, pour le moment, même s'il commence à y en avoir de plus en plus, mais d'études globales sur la qualité de vie post-cancer, qui avaient aussi peu de liens et de données sur la question de l'incertitude pronostique par rapport à cette qualité de vie-là, et qui avait aussi peu de données sur l'impact que tout ça peut avoir sur les comportements de santé préventifs. La question qui nous intéressait aussi, c'est finalement, et c'est ce que rapportent aussi les patients, c'est finalement quelle est cette période-là d'après-cancer? Est-ce qu'on est guéri? Est-ce qu'on est en rémission? Comment on s'identifie finalement? Parce qu'on n'est plus malade, enfin on n'est plus considéré comme malade, pourtant on a encore des séquelles, des conséquences, enfin la suite est aussi est différente mais aussi difficile. Et finalement, beaucoup de terminologies sont amenées sur cette question et on se posait un petit peu aussi comment, quand on est dans l'après-cancer, on peut se définir, comment on se situe, comment voilà. Donc, il y a des termes qui reviennent, un lexique de l'après-cancer qui est la guérison, la rémission, le survivant, la patiente ou l'ancien patiente. Est-ce qu'on est encore des patients? Est-ce qu'on n'est plus? Donc, la question qu'on voulait vous poser ce soir, c'est et vous, qu'est-ce que vous diriez finalement sur ce lexique-là? Voilà, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Et on a posté du coup la question toujours dans l'onglet sondage si vous avez envie d'y répondre et de nous dire voilà, comment vous vous sentez, comment vous vous définissez, comment vous vous identifiez. Je ne sais pas trop quel est le bon terme aujourd'hui par rapport à la maladie. Et du coup, n'hésitez pas à nous faire part effectivement de votre ressenti, de l'indiquer dans le sondage. Comme ça nous permettra aussi un petit peu de voir voilà, quels sont les éléments qui reviennent le plus, comment vous vous définissez en globalité. Et ça peut être intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, c'est important aussi de savoir comment on s'adresse aux personnes qui traversent cette période. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans le petit sondage en bas à droite.
Et juste, pardon, je te coupe 2 Oups. secondes. Il y a des personnes qui répondent aussi dans l'onglet chat, qui nous disent qu'elles se sentent sans étiquette, que c'est plutôt fluctuant, ou qu'elles se sentent guerrières. Ou on a Sabrina qui nous dit qu'elle est assez angoissée, et d'autres qui savent pas forcément se qualifier pour les premiers retours. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces retours. Je vois effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Ouais. Et on a une majorité de personnes qui se sentent plutôt en rémission. On est à 20% aujourd'hui là qui est encore patient, donc plutôt malade. 11% qui se définissent comme survivants ou survivantes. Et à égalité, guérie et ancienne patiente. Donc voilà, c'est assez diversifié, autant que les vécus, j'imagine. Écoutez, on va passer à la suite, mais n'hésitez pas à prendre toujours le temps de répondre à ce sondage, il reste ouvert. Merci. Donc, dans ce contexte, cette étude, elle avait 3 principaux objectifs. Le premier, c'était d'analyser la qualité de vie dans l'après-cancer sans distinguer de localisation de cancer, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup d'études, par exemple, qui portent sur le cancer du sein ou sur des formes de cancer spécifiques. Et on voulait proposer une étude qui soit ouverte finalement aux différentes formes de cancer. Et donc, voilà, le premier objectif, c'était d'évaluer la qualité de vie, donc comment la maladie et ses traitements affectent les différents aspects de la vie, donc comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est bien-être physique, émotionnel, relations sociales, etc. Le deuxième objectif, c'était celui centré sur les perspectives. Donc là, on était plus sur vraiment le vécu de l'incertitude. Donc comment les personnes vivent l'incertitude? Est-ce qu'elles parviennent finalement à profiter de l'instant présent et à se projeter dans le futur? Et le troisième objectif, c'était l'évaluation des comportements de santé qui peuvent être mis en place pour faire face à cette incertitude. Donc, quels sont les changements dans les comportements de santé et quels impacts aussi sur la qualité de vie? Donc, pour répondre à ces objectifs-là, on a, d'un point de vue du recueil des données à laquelle, pour beaucoup d'entre vous, vous avez participé, et merci encore. Donc, on avait fait passer un questionnaire sur les sentinelles. Vous étiez à peu près 1082 à répondre, avec bien sûr 98% de femmes. 99% des participantes ont eu un cancer du sein, et sinon, on avait quand même 35 formes de cancer différents. Parallèlement au questionnaire des sentinelles, on a fait passer des entretiens sur des groupes de soutien et de la formation des patients, anciens patients qui ont répondu, donc 40 volontaires qui ont répondu à des entretiens individuels. Et là aussi, 45% des répondants ont eu un cancer du sein et 17 formes de cancer différentes. Donc ça, c'était les participants qui ont participé à l'étude. Mon PowerPoint ne continue pas. Ça passe plus? Non. Hop, je te le fais. Oups, mais j'ai voulu le passer en même temps. On l'a fait en même temps. Donc, par rapport au questionnaire passé sur les sentinelles, on avait une échelle de qualité de vie qui a mesuré un peu ce dont on vous a présenté avant. On a passé aussi une échelle de rapport au temps. Donc là, les questions de projection dans l'avenir, s'il y en a, la façon de percevoir son présent, son passé, et puis des questions passées positives ou plus négatives du passé, avec des questions négatifs ou pas liés à cette orientation temporelle-là. Une échelle aussi de récidive et surtout de peur de la récidive, et une échelle de intolérance à la certitude. On est tous différents à la certitude. Des personnes se sentent plus ou moins à l'aise dans l'incertitude, d'autres beaucoup moins. Ça nous concerne tous de façon individuelle. Mais en tout cas, on s'était posé la question du lien entre la gestion de cette incertitude et la peur de la récidive et le rapport au temps. Et après tout ça, on s'est posé la question des comportements de santé et s'il y avait un lien. Et pour ça, il y avait des questions sur est-ce qu'il y a des comportements qui ont changé ou au contraire, est-ce qu'il y a des comportements qui ont perduré voilà. Et dans ces comportements de santé, il y avait des questions liées à l'activité physique, aux consommations
bien sûr, tabac, alcool ou autre, et puis des questions liées aux habitudes de vie, à la vie quotidienne, les questions de produits d'hygiène, par exemple, enfin, tout ce qui est relevé aussi possiblement dans la littérature qui a un lien plus ou moins voilà, par rapport à ce qu'on pense qu'on pourrait garder comme comportement qu'on fait bien ou qu'on souhaiterait changer de par la pathologie cancéreuse par rapport à ça. Donc, des questions spécifiques. Et ben, il ne tombe toujours pas, mon portable. Et par rapport à parallèlement, donc aux entretiens, on a tout simplement mené des entretiens semi-directifs, donc des entretiens plutôt larges, mais qui portaient quand même tous sur le vécu, finalement, depuis la fin du cancer, et donc avec une question très simple, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment se passe pour vous, depuis la fin du cancer, l'ensemble des domaines de la vie. Alors, on va du coup pouvoir passer aux résultats. Donc, ce qu'on va faire pour ces résultats, c'est qu'on va vous présenter surtout les résultats de l'étude par questionnaire qu'on a menée avec Sentinelle, et on va s'appuyer aussi du coup sur des extraits d'entretiens qui ont été menés entre parallèles pour pouvoir un petit peu étayer tout ça. Donc, le premier résultat qu'on souhaitait vous présenter, c'était celui sur la qualité de vie et de revenir un petit peu voilà, sur les impacts globaux finalement de la maladie sur le quotidien des personnes. Donc, un des aspects principaux qu'on peut remarquer, c'est qu'avant avant de leur proposer aux participants l'échelle qui évaluait vraiment la qualité de vie, on avait posé un petit peu aussi des questions sur les séquelles qui étaient rencontrées, sur comment elles évaluaient leur qualité de vie de manière générale. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des séquelles qui sont particulièrement rencontrées, donc avec la fatigue qui est revenue chez 77% des répondants, les cicatrices pour 76% des personnes, les douleurs pour 57%, l'alopécie pour 51,5% et aussi les variations de poids pour 51%. Donc là, on est vraiment sur les aspects qui ont été évoqués par plus de la moitié des personnes, mais bien entendu, il y a eu de nombreuses autres séquelles qui sont revenues. Et du coup, concernant la qualité de vie, on avait 72% des personnes qui estimaient avoir une faible qualité de vie, donc ce qui est quand même un chiffre vraiment important. Concernant notre échelle d'évaluation de la qualité de vie, les principaux éléments qui sont ressortis, c'est d'abord des aspects sur la conscience de la santé. Donc en fait, les personnes manifestent une conscience de la santé plus élevée par rapport à leur situation de santé, par rapport à avant la maladie. On a aussi un aspect de l'échelle qui est évalué qui s'appelle altruisme et empathie, excusez-moi, qui s'intéresse à la volonté des personnes d'aider d'autres personnes touchées par la maladie. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lesquels les participants avaient des scores élevés, ce qui n'est pas étonnant aussi quand on voit qu'on est sur des volontaires qui font partie de Sentinelle. On avait aussi des inquiétudes qui étaient fortes sur l'avenir et sur le risque de récidive, donc c'était déjà quelque chose d'évalué dans cette échelle, et de grosses préoccupations liées au changement corporel et surtout liées à la perte d'énergie après la maladie. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour les aspects plutôt généraux de la qualité de vie qui sont ressortis. Et pour vous donner quelques extraits d'entretien qui permettent d'éclairer ça, on peut vous citer les suivants. J'ai mal constamment, tout le temps, la nuit, ça me réveille. Là, j'ai mal, par exemple, je vis avec. Alors, il y a des moments où les douleurs sont plus violentes et le soir, je suis plus irritable parce que ça me tape sur les nerfs. Un autre extrait, ce qui est fou, c'est que j'ai eu un moral d'acier pour les traitements, mais une fois que je suis rentrée à la maison, là, ça a été horrible pour moi, parce que déjà, il faut savoir que pendant quasiment plus d'1 an, j'ai une équipe médicale qui est à mes côtés non-stop. Vous rentrez chez vous et vous êtes seul. Et ça, c'est quelque chose qui était beaucoup ressorti pendant les entretiens. Là, malheureusement, on ne peut pas tout présenter dans le détail, mais du coup, vous aurez la documentation aussi pour approfondir les choses. Mais c'est vrai que ce sentiment, finalement, d'être livré à soi-même suite au traitement, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup ressorti. Et un dernier extrait, je connais pas les gens dans le groupe Facebook, mais ça me fait du bien. Je me suis dit, heureusement que ça existe, heureusement qu'il y a des gens formidables qui témoignent, on s'entraide entre nous. Et ça, c'était plus pour appuyer en fait ce qu'on disait par rapport au fait de s'entraider dans l'après-cancer et les bénéfices que ça peut avoir, et pour la personne aidée, et aussi finalement pour la personne qui aide. Et effectivement, c'est une chose qu'on ne vous a pas encore précisé, mais pour les entretiens, on a recruté les personnes en passant aussi par des groupes de soutien en ligne. Voilà, surtout des groupes Facebook, en fait, qui a permis d'avoir aussi pas mal de personnes volontaires pour participer aux entretiens.
Donc, par rapport aux résultats liés à ce qu'on a appelé les perspectives, mais aussi finalement le futur après cancer, post-cancer, finalement, on a montré que la peur plus les personnes avaient une peur de la récidive, plus finalement il y avait aussi des difficultés à se projeter dans l'avenir ou à faire des projets. Voilà. On sait aussi que parfois les projets sont remis en question ou sont arrêtés suite à l'annonce d'une pathologie. Et donc, cette question de la projection du futur, elle était aussi importante. On sait aussi, par contre, que la question de se projeter dans le futur ou pas dépend bien sûr de son état de santé, mais dépend aussi de plein d'autres facteurs. Donc, il y a aussi, c'est une question aussi individuelle qui fait que tout le monde ne se projette pas dans le futur. Il y a des personnes qui vivent plus dans le présent, d'autres qui vivent plus dans le passé et des personnes qui vivent essentiellement dans le futur. Donc, il n'y a pas de bonnes règles, si ce n'est un petit peu une harmonie entre les trois temporalités qui nous concernent tous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette peur de la récidive-là, elle impacte fortement la projection dans l'avenir et faire des projets ou arrêter des projets qui étaient en cours. La question aussi de cette peur de la récidive-là, c'est qu'on a montré qu'elle impacter aussi la qualité du moment présent, c'est-à-dire que les personnes ont moins de capacité à profiter du moment présent, de ressentir du plaisir dans ce moment-là et des difficultés à être aussi un peu plus insouciants dans le quotidien. Donc finalement, d'un point de vue de la qualité de vie, plus il est aussi difficile de se projeter dans l'avenir ou de vivre le moment présent, plus la qualité de vie est impactée aussi dans tous les domaines dont on a parlé tout à l'heure, notamment psychologique. Ça tourne toujours pas. Ah, merci. Pas de problème. Donc effectivement, dans ce contexte, on s'est aussi questionné sur les facteurs qui vont influencer le vécu de l'incertitude. Ce qu'on a remarqué dans les résultats avec les statistiques, c'est que les femmes étaient plus intolérantes à l'incertitude. Donc, l'échelle d'évaluation qu'on a utilisée pour évaluer l'intolérance à l'incertitude, ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, c'est un questionnaire qui peut être utilisé aussi dans d'autres cas que l'après-cancer pour voir à quel point les personnes finalement arrivent à supporter l'incertitude. Et effectivement, ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes avaient des scores plus élevés. Maintenant, de manière générale, ce qu'il faut considérer, c'est que c'est aussi voilà, quelque chose qui peut être indépendant finalement de l'expérience du cancer. Mais ce qu'on a remarqué quand même, c'est que les personnes qui étaient dans l'après-cancer avaient forcément des scores plus élevés, on va dire, d'intolérance à l'incertitude. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que les participants les plus jeunes, donc les 18-25 ans, toléraient moins l'incertitude aussi et avaient plus peur de la récidive du cancer. Et que finalement, ces scores, ils ont ensuite tendance à diminuer avec l'âge, c'est-à-dire que plus on avance dans l'âge, moins on appréhende finalement la récidive et plus on arrive à vivre avec l'incertitude. Et on a aussi remarqué que les personnes qui étaient sans emploi avaient une plus grande peur de la récidive du cancer. Mais voilà, ça, c'est vraiment des données un peu plus générales, un peu plus statistiques. Pour vous donner des exemples, on peut notamment citer les extraits suivants. Je me projette aussi beaucoup moins. Je fais plus de projets à long terme comme je faisais avant. Avant, je me disais, j'économise et puis dans 2 ans, on verra. Et maintenant, c'est plus ça du tout. Ou encore, là, l'image, elle est forte, mais je suis en apnée. On est en apnée, on vit à 200% les choses parce qu'on se dit demain, tout peut s'arrêter. Donc là, par exemple, on voit qu'on n'est plus sur des personnes qui vont rester focalisées sur l'instant présent, faute de savoir à quoi l'avenir pourra ressembler. Maintenant, je me dis que la vie ne tient qu'à un fil et pourquoi penser à demain et ne pas savourer le petit moment de bonheur de suite qui s'offre à moi. Je suis arrivée à un stade où c'est l'instant présent qui compte pour moi. Demain, on verra. Et ça fait effectivement aussi écho à ce qu'on a pu constater par rapport au questionnaire sur la manière dont les individus se projettent dans le futur ou restent dans le passé ou plutôt dans le présent. Effectivement, on se doute aussi que parfois, on se doute que dans ce contexte, ça peut être plus difficile de se projeter dans le futur, de profiter de l'instant présent. C'est des résultats, en fait, ce que je veux dire, qui peuvent paraître peut-être dans un sens un petit peu évident, mais qui avaient besoin aussi d'être montrés du point de vue de la recherche, qui avaient besoin d'être quantifiés pour pouvoir attester, en fait, de ces phénomènes.
Et on s'est donc aussi questionné sur les comportements de santé préventifs qui peuvent être mis en place et est-ce qu'ils peuvent avoir des influences aussi sur la qualité de vie des personnes et aider à avoir un meilleur vécu dans l'après-cancer. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on a 72% des personnes qui ont opéré des changements dans leurs habitudes de vie suite au cancer. Et donc, les principaux changements, ce sont les changements dans l'alimentation pour près de la moitié des personnes, des changements aussi dans l'activité physique. On a 46% des personnes qui ont fait plus d'activité physique. Tout ce qui est relatif à la consommation de produits d'hygiène et de soins, de faire attention à la composition des produits, où là, on a 27% des personnes qui ont opéré des changements, la diminution de la consommation de tabac pour 11% des personnes et la diminution de la consommation d'alcool pour 9% des personnes. Donc là, on était vraiment sur les principaux aspects qu'on a questionnés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'était basé sur les facteurs de risque qui sont identifiés notamment par l'Institut national du cancer, mais on avait aussi pris en considération des éléments qui avaient pu ressortir dans les entretiens. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, je vois que le résultat manque dans le diaporama, donc on va y revenir juste après. Dans les changements, il y avait aussi tout ce qui était relatif à la gestion du stress, c'est-à-dire qu'on a aussi des personnes qui ont mis en place des choses pour mieux gérer leur stress dans une perspective aussi préventive. Et du coup, effectivement, tout ce qui est la gestion du stress, la consommation de produits d'hygiène, de soins, etc., c'est des éléments en fait qui sont arrivés suite aux entretiens qu'on a constaté, qui avaient été évoqués par plusieurs personnes et qu'on avait donc intégrés dans les modalités de réponse pour voir un petit peu ce qui en ressortait à plus grande échelle. Et on n'a pas observé beaucoup de différences dans les résultats par rapport entre les personnes, mais ce qu'on a constaté, c'est que les femmes qui ont eu un cancer du sein avaient moins tendance à diminuer leur consommation de tabac que les personnes qui ont eu d'autres formes de cancer. Donc après, bien entendu, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ce type de phénomène, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter juste après, mais c'est aussi quelque chose qui est ressorti dans nos résultats. Sur le lien entre comportement de santé et qualité de vie, ce qu'on a remarqué, c'est que on avait 3 principaux changements dans les comportements qui avaient un effet positif sur la qualité de vie. C'est-à-dire que les personnes qui mentionnaient avoir fait ces changements, globalement, avaient aussi des meilleurs scores au questionnaire de qualité de vie. Donc ces changements, c'est l'activité physique, l'alimentation et tout ce qui concerne la gestion du stress qui a eu un lien plus positif avec la qualité de vie. Donc, pour vous étayer un petit peu tout ça, on a les extraits suivants. Avant, j'étais pressée, je ne pouvais pas aller au marché, donc j'allais en grande surface acheter des trucs, manger mal. Donc maintenant, c'est important de bien manger, de faire du sport, j'en fais. Je médite, ça me fait du bien, j'essaie de trouver des solutions pour me soulager. Ou encore, je sais maintenant que l'alimentation et le repos, c'est la clé pour aller bien, une bonne santé et le sport aussi. Donc, pour conclure par rapport à cette étude, ce qu'il faut quand même retenir avant tout, parce que je regarde un peu le chat et les questions, et c'est important dans notre domaine à nous, on s'intéresse essentiellement au vécu et aux perceptions des personnes qu'on interroge. Et de fait, il n'y a pas vraiment de réalité, d'éléments à suivre et qui sont plus bénéfiques l'un que l'autre. Par exemple, sur la question de l'alimentation ou de l'exercice physique, même si on montre que d'un point de vue physique, il y a des bénéfices sur la santé, ce qui est aussi important et ce qui ressort, c'est que tous ces éléments-là aussi, ils redonnent un sentiment de contrôle. Et donc, ces sentiments de contrôle, de mettre en place des choses, de changer des comportements, entraînent de fait un bien-être psychologique qui va impacter de fait la qualité de vie. Donc, est-ce que c'est seulement l'exercice physique qui améliore la qualité de vie? Oui, certainement, on sait que c'est montré, mais c'est aussi le fait d'avoir un sentiment de contrôle sur sa vie, de mettre en place des choses, de trouver des nouvelles stratégies. Finalement, il y a des personnes qui ne faisaient pas de sport, qui se mettent à faire du sport et qui finalement trouvent que ça leur plaît et ça entraîne un bien-être psychologique, physique aussi en plus. Donc ça, c'est important aussi de garder à l'esprit, notamment des termes aussi qui sont employés par les personnes qui ont participé, qui les concernent elles directement. Donc, cette recherche, elle apporte déjà des données concrètes sur le vécu de l'après-cancer, qui était
important à mesurer, et à mesurer d'un point de vue statistique, c'est-à-dire des questionnaires et voilà, mais surtout pour nous aussi de mesurer d'un point de vue expérientiel et du discours des personnes. Donc, finalement, on a des chiffres, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres-là? Qu'est-ce que ça veut dire l'incertitude? Qu'est-ce que ça veut dire la peur de la récidive? Et donc, c'est aussi important d'avoir des résultats sur ces questions-là. Donc, des résultats sur le vécu de l'incertitude, qu'est-ce que c'est? Comment on le vit? Comment on y fait face? Et toutes ces questions-là. Des données concrètes sur l'impact que l'après-cancer et tous les autres éléments ont sur la qualité de vie des personnes concernées. Et aussi, ça nous a permis de mettre en avant aussi des stratégies. Toutes les personnes ont des ressources, toutes les personnes mettent en place des stratégies qui leur conviennent à elles et pas à d'autres. Et donc, qu'est-ce que finalement toutes les personnes mettent en place pour faire face à tous les événements de la vie, et notamment cette situation un peu d'après-cancer d'entre-deux parfois, ou enfin voilà. Et aussi, c'était important dans la pratique de finalement montrer l'importance aussi de cette peur de la récidive dans l'après-cancer. On l'a vu dans les entretiens, il y a un élément qui ressort et on en a parlé là, c'est un peu sentiment de solitude, d'être hyper surveillé pendant des années et puis après, hop, plus rien. Et donc ça aussi, il faut aussi le gérer. Alors oui, on peut être un petit peu soulagé aussi de se dire que finalement, on a moins de rendez-vous, on a moins de suivi, mais c'est quand même aussi une période qu'il faut vivre entre un super suivi et puis plus personne et plus rien. Ou alors gérer aussi les contrôles une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, qui finalement peut être aussi un peu source de stress. Voilà, donc ça fait quelques fenêtres un petit peu entre différents contacts, notamment avec le domaine médical qui est voilà. Donc pour nous, c'était important aussi de montrer que cette période-là, voilà, d'évaluer et de parler de cette récidive-là et de cette peur de cette récidive. Et puis, de aussi insister auprès des professionnels sur la mise en place d'un suivi adapté. Alors, il y a des personnes qui vivent très bien le fait de ne plus avoir de contact, d'autres au contraire beaucoup moins. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi un accompagnement plus individuel sur finalement cette période-là, d'accompagner les personnes si elles le demandent, si elles en ont besoin, sur finalement une autre période de vie, si c'est le cas. Et surtout de montrer aussi, de faire reconnaître les difficultés rencontrées pendant cette période-là quand il y en a. Encore une fois, ce n'est pas général, mais il y a des difficultés pendant cette période. Et que de fait, ce n'est pas juste des données médicales, ce n'est pas juste, voilà, il n'y a plus de cancer, vous êtes potentiellement guéri ou en rémission, enfin surtout en rémission. Et ce n'est pas juste des données médicales. Après, il y a énormément d'éléments aussi, notamment d'un point de vue relationnel, psychologique ou autre, qui sont importantes aussi à considérer. Donc, faire reconnaître tous ces éléments-là était important aussi pour l'étude. Oui, merci. Juste, avant qu'on attaque la suite, je trouve ça hyper juste de rappeler voilà, que ce genre de projet de recherche, ça vient vraiment mesurer concrètement en fait, des ressentis qu'on connaît, que beaucoup se partagent, voilà, et de pouvoir les mesurer concrètement et de les reconnaître, ça va aussi permettre justement de développer après des programmes d'accompagnement qui s'appuient sur la science et non pas sur des ressentis peut-être un peu plus vagues, entre guillemets, ou de ce qu'on entend. Là, c'est vraiment très concret. Il y a des statistiques, il y a des chiffres qui viennent le montrer, le déprouver. C'est vraiment intéressant de le rappeler. Pardon, Pauline, du coup, je t'ai zappé, mais je trouvais ça vraiment intéressant de tout ce que tu disais, Vanessa, là-dessus, sur la reconnaissance, en fait, de ces ressentis qui sont hyper importants. Oui, tout à fait. Bah non, mais c'est très important de le préciser, effectivement. C'est-à-dire que ça permet, voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a des choses qui peuvent sembler évidentes, mais qui pour autant méritent d'être mises en évidence pour aussi avoir une reconnaissance. Et on voulait aborder avec vous aussi le sujet des petites choses qu'on peut mettre en place finalement pour faire face au quotidien à cette incertitude, à cette qualité de vie qui peut être impactée par l'expérience de la maladie. Et alors là, on a vu différentes choses en fait qui avaient été montrées, notamment dans la recherche, sur les apports en fait de certaines pratiques sur le vécu dans l'après-cancer. On a notamment des choses sur la pleine conscience. Donc en fait, on a des études. Bon là, j'en ai cité une
qui mettent en évidence le fait que pratiquer la pleine conscience, c'est quelque chose qui peut aider à réduire l'anxiété et aussi à se concentrer sur l'instant présent. Et on a notamment, par exemple, pour parler de choses concrètes, des choses qui peuvent être faites avec la méditation, et notamment, par exemple, on a l'application Petit Bambou sur laquelle on a déjà eu quelques études qui propose justement des sessions de méditation de pleine conscience. Donc voilà, c'est ce qu'on vous apporte, hein, c'est vraiment des petites idées au quotidien. L'objectif, c'est de montrer aussi des choses qui peuvent être accessibles un petit peu au plus grand monde. Donc il y a déjà cette piste qui peut être explorée. Il y a bien sûr la question du soutien par les pairs, hein, qui est très 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 importante dans l'après-cancer. Et là, c'est vraiment l'occasion d'en parler puisque voilà, c'est vraiment une approche qui est aussi fortement mise en évidence par Sentinelle. Donc, en fait, on a aussi des données qui montrent que le soutien par les pairs, ça aide notamment à réduire la détresse psychologique dans l'après-cancer. Et donc, voilà, le soutien par les pairs, ça peut passer par vraiment différentes modalités. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir se soutenir, s'entraider entre personnes qui sont concernées par cette expérience de la maladie. Et ça peut, voilà. Forcément, c'est plus ou moins facile aussi des fois selon où on habite, hein, c'est-à-dire que voilà, on peut être sur un secteur notamment où on a des associations, des ressources, et puis parfois on est un peu plus isolé. Je voulais vous dire deux choses à ce sujet. La première, c'est qu'on a notamment le site de l'INCa qui propose une carte des services et des associations en France qui peuvent accompagner dans l'après-cancer. Donc ça peut être déjà une ressource, pourquoi pas, à mobiliser pour voir un petit peu ce qui peut se proposer près de chez vous. Mais ce que je voulais aussi mettre en évidence, c'est finalement le soutien qu'on peut retrouver notamment, même si bon, ça peut paraître plus ou moins pertinent selon les personnes. On a aussi tout ce qui va être le soutien en ligne, à distance, qui se développe beaucoup. Et comme on le disait tout à l'heure, pour les entretiens, on est passé sur des groupes de soutien en ligne sur le cancer et sur l'après-cancer. Et en fait, on a été aussi, épatés parce que dans les retours en fait, qu'on avait des personnes durant les entretiens, on avait pas mal de choses sur l'appui en fait, qu'avaient représenté ces groupes de soutien en ligne pour rencontrer des personnes, pour avoir quelqu'un de disponible avec qui discuter. Et ça peut être aussi d'avoir quelqu'un, quand on est isolé géographiquement ou aussi à des heures un petit peu différentes. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup de ressources aussi du point de vue du soutien par les pairs. Et c'est quelque chose qu'on voulait mettre en évidence. On a vu aussi des bénéfices de l'exercice physique sur la qualité. Pardon, Pauline, avant que tu enchaînes sur l'exercice, juste parce qu'on a des personnes qui témoignent, en effet, Sabine qui nous dit que Petit Bambou l'a en effet beaucoup aidé, donc ça va vraiment dans ton sens. Et puis on avait reçu sur Facebook Catherine qui, elle, nous avait parlé de la pratique de la visualisation, j'avais dit que j'arriverais pas à le dire, visualisation positive, qui consiste à imaginer un peu volontairement une scène rassurante pour apaiser l'anxiété. Et je crois que c'est assez développé dans les supports en oncologie et dans la méditation en général d'ailleurs. Et on avait aussi Françoise, un petit tips comme ça, qui disait que grâce à l'EFT, donc qui est une technique de libération émotionnelle qui consiste à tapoter des points d'acupuncture, ça permet de diminuer le stress et de relâcher les tensions émotionnelles. Donc voilà, il y a ce que tu dis. On n'en doutait pas que ce que tu dis, c'était évidemment juste. Mais on a beaucoup de retours qui viennent abonder en ce sens-là. Mais non, mais au contraire, c'est très très bien d'avoir tous ces retours d'expérience. Et n'hésitez pas, voilà, si sur les aspects évoqués, il y a des choses qui vous parlent, hein, n'hésitez pas à faire vos retours dans le chat parce que ça peut être utile du coup effectivement à d'autres personnes. Et effectivement, pour revenir rapidement dessus, tout ce qui est pleine conscience, l'objectif c'est vraiment de réussir à se refocaliser sur l'instant présent. Et dans ce contexte d'incertitude, c'est quelque chose qui peut être particulièrement apaisant. Quelque chose dont on ne doutait pas trop non plus, c'était tout ce qui était relatif à l'exercice physique. Mais maintenant, on a aussi conscience que l'exercice physique, c'est plus ou moins simple. Hein, quand on a des séquelles, et on a vu que les séquelles, elles sont vraiment pas moindres, il faut aussi pouvoir. En fait, c'est pour ça qu'on voulait vous préciser aussi qu'on avait des recherches qui avaient montré que l'exercice physique modéré déjà aidait à réduire l'anxiété, et surtout quand c'était pratiqué de manière régulière, hein, c'est-à-dire que faire finalement en fonction de ce qu'on peut faire, une petite marche de temps en temps, ça peut aussi aider effectivement à réduire un petit peu tous ces symptômes d'anxiété.
deux autres petites choses qu'on peut vous proposer. Donc, bon, là, on est sur, on va dire, la modalité un peu évidente, surtout qu'on prêche pour notre paroisse. C'est tout ce qui va être l'accompagnement psychologique. On a notamment vu des impacts positifs de la thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC, sur les symptômes d'anxiété et de dépression pour les personnes qui ont eu un cancer. Après, bien entendu, on a conscience que c'est pareil, hein, c'est pas une ressource qui est forcément accessible à tout le monde. On n'a pas forcément voilà, des psychologues qui sont remboursés. Enfin voilà, c'est aussi des frais finalement de consulter un psychologue dans beaucoup de cas. Après, selon là où vous vous situez, selon l'accompagnement, enfin, l'établissement qui vous accompagne, s'il y a des assos, il y a des fois des possibilités aussi finalement voilà, d'avoir recours à un soutien psychologique sans forcément dégager de frais. Il y a aussi les CMP, mais c'est vrai qu'ils sont un peu engorgés. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir aussi voilà, des accompagnements peut-être qui peuvent exister proche de chez vous, qui engendreraient des frais moins conséquents. Mais voilà, même si on sait que c'est pas accessible à tout le monde et que ça peut paraître un peu évident, c'est quelque chose sur lequel on voulait aussi insister. Et enfin, on a vu aussi qu'il y avait des recherches qui montraient des impacts positifs de l'écriture thérapeutique, qui peut être pratiquée, voilà, effectivement, par exemple, dans un atelier, mais pourquoi pas aussi de manière individuelle, qui va permettre forcément de mettre des mots sur l'expérience vécue et qui peut contribuer à la reconstruction identitaire, hein, c'est-à-dire que, voilà, des fois, poser les choses, ça permet aussi de s'en décharger un petit peu dans un sens. Donc, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on voulait vous présenter. Et ce qu'on vous propose, c'est de ne pas hésiter, si vous avez d'autres d'autres choses qui vous aident, que vous avez mis en place dans le quotidien. Ça peut être, voilà, c'est pas forcément des approches thérapeutiques, hein, ça peut être des petites choses de la vie quotidienne. Dans les témoignages sur Facebook, j'avais vu qu'il y avait déjà quelques personnes qui parlaient du fait voilà, de prendre du temps pour soi, de faire des activités qui plaisent, etc. Donc voilà, si vous avez des choses que vous souhaitez partager, eh bien n'hésitez pas à le faire dans le chat et ça pourrait voilà, aider le plus grand nombre. Elles n'ont pas hésité, ça Je défile, me ça doute, défile. Je me doute, c'est parce que j'arrive pas à être sur le diaporama et les Ah bah, commentaires. c'est pas facile d'être partout. Et justement, Ouais. sur ce sujet-là, j'avais reçu un témoignage d'Eliane que je voulais vous partager aussi, qui va évidemment dans ce sens-là, qui nous disait « Cette maladie, c'est une vraie malédiction et l'épée de Damoclès est difficile à gérer. Pour tenir, je vois un psy et j'écris une sorte de journal, ce qui me permet de mettre les angoisses sur le papier et ainsi de les éloigner. Ça semble fonctionner, même si certains jours, les idées noires s'installent malgré tous mes efforts. » Et voilà, donc Eliane, qui à la fois se fait aider avec un professionnel et qui couche un peu ses angoisses sur un journal, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Même si, évidemment, il y a des hauts et des bas. Après, ce qui est Tout à fait. il y a déjà, il y a des éléments qui sont sortis des entretiens, donc il y a des éléments là que les personnes nous ont partagés. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut trouver l'élément qui nous convient à nous. Il y a malheureusement, alors on aimerait des recettes toutes faites, des outils, et ça marchera. Mais ça, on le sait tous. Et heureusement, on a l'avantage qu'on soit assez complexe pour qu'on chacun, voilà, mais il faut vraiment trouver quelque chose. Et si on ne trouve rien, si on a l'impression que ce n'est pas non plus rien. Et des fois, les personnes culpabilisent parce qu'elles se disent bah, « j'ai pas changé mes comportements » ou « je fais pas de sport » ou « je mets rien en place ». Voilà. Mais parfois, ne rien faire, c'est faire quelque chose aussi. Le tout, c'est qu'il faut que ça convienne à soi. Et c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien. Si ne rien faire, c'est ce qui nous convient, c'est ce qui nous permet d'aller mieux, du coup, il faut aussi… voilà. Mais le tout, c'est que chacun d'entre nous doit trouver quelque chose qui permet d'essayer d'aller mieux s'il y a besoin, bien sûr. Mais voilà, surtout ne pas culpabiliser si on ne fait pas la liste des choses. Ouais, il y a plein d'ingrédients, mais chacun fait sa recette, quoi. C'est pas adapté à chacun. Oui, tout à fait. Là, c'est quelques petites idées, mais bien entendu, ça dépend de tout un chacun et il y a des choses qui parleront à certaines personnes et pas à d'autres du tout. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vous, ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut vous aider à vous apaiser, à vous sentir. On va passer. Ah non, pardon, tu avais encore une slide, Pauline. Je vous donnais ça. Oui, Pauline est figée. De fait, par rapport à tous ces éléments-là, donc si vous avez besoin de documentation ou autre, on pourra vous les transférer. De fait, il y a la thèse sur laquelle apporter l'étude, qui est accessible en ligne et qu'on pourra vous partager. Il y a aussi un article qui est publié en français pour le moment, et puis un article qui est soumis, dont on attend
la réponse et d'autres articles qui sont en préparation et qu'on aimerait qu'ils soient publiés rapidement. Mais tout ça, ce sont des articles qui sont accessibles et qu'on pourra aussi vous soumettre. Et puis, Laura, du coup, mon diapo ne tourne toujours pas. Il ne tourne toujours pas, il ne veut pas. Et donc voilà, donc par rapport à cette étude-là, on voulait surtout remercier l'ensemble des participants qui ont participé et qui ont été volontaires à cette étude, parce que sans les participants, on ne fait rien. Donc l'ensemble des participants, l'association des Sentinelles, bien sûr, qui nous a permis de nous mettre en lien les participants. Les différents modérateurs aussi qui ont accepté, des groupes de soutien en ligne dont on parlait et qui ont accepté de transmettre le contact pour qu'on puisse rencontrer toutes les personnes qui étaient volontaires à participer à cet entretien-là. L'association aussi qui nous a mis en lien avec différents participants, donc Perspectives contre le cancer. Notre centre de recherche aussi, qui bien sûr qu'on remercie notamment pour avoir financé pas mal de choses. Et ce travail aussi a été financé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, qu'on remercie, et Amiens Métropole aussi, qui a financé beaucoup de ce travail. Donc voilà, on vous tenait à remercier toutes ces personnes, sinon la recherche ne se fait pas sans toutes les personnes autour de nous. Donc, et surtout les parents. Ça en fait du monde. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de réactions dans le chat et il y a eu pas mal de questions. Donc, on va essayer d'être productive sur la de répondre au plus de monde possible. Si on ne répond pas à tout le monde, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure, toutes nos excuses par avance. On reprendra toutes les questions et dans l'article qu'on publiera avec le replay, on essaiera de vous apporter les éléments de réponse manquants et puis de compiler aussi toutes les petites astuces que vous avez données dans le chat. Merci beaucoup d'avoir été si prolifique. Alors, pour qu'on se voit mieux pendant la session questions, je ferme la presse. Alors, dans les questions, on a Blandine, par exemple, qui nous demande comment définissez-vous, peut-être en psychologie, la fin du cancer? Alors, l'après-cancer, effectivement, ce qu'on a remarqué dans la recherche, c'est que c'était pas toujours consensuel et c'est aussi pour ça justement qu'on est en train de préparer un article sur le sujet. C'est qu'en fait, on a vu quand même pas mal de recherches où c'était défini comme l'après-traitement thérapeutique quand le patient est en rémission ou guéri, avec toujours voilà, cette nuance entre les deux. Ici, en fait, on s'est intéressé plutôt à ce sujet-là, c'est-à-dire la période en fait, qui fait suite à la fin des traitements curatifs, quand la personne a pu être traitée contre la maladie, mais que du coup, elle apprend à vivre justement avec les séquelles, la peur de la récidive, etc. etc. Donc, c'était vraiment sur l'après-traitement. Mais après, on a des fois aussi des recherches où on parle d'après-cancer pour l'après-diagnostic. Donc, nous, en tout cas, on s'est arrêté sur ce point de vue-là. Ok. En tout cas, ce qui nous questionne par rapport à cette question-là, c'est est-ce qu'il y a un jour vraiment un après-cancer? C'est un événement dans la vie qui n'est pas anodin et on ne peut pas juste le traverser et l'oublier et le passer. Et que de fait, il y a énormément de… est-ce que l'après-cancer, est-ce qu'il y a une période qui se définit? Ça dépend des uns et des autres, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cancer en lui-même est une expérience qui, de toute façon, aura un impact sur le reste de la vie. Et donc, jusqu'à quand on est en après-cancer et voilà, on peut se dire, en tout cas, il y a des personnes qui nous disent que l'après-cancer ne s'arrête jamais et que c'est toute la suite de la vie qui est de l'après-cancer parce que cette période a été assez marquante pour qu'elle impacte pas mal de domaines dans le reste. Dans le positif comme dans le négatif, bien sûr, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que malgré tout, cette période-là a permis de se connaître soi-même, de connaître des ressources dont on n'estimait pas et d'envisager la suite différemment que ce que les personnes avaient envisagé avant. Donc, voilà. Donc, cet après-cancer, est-ce qu'il y a vraiment une période qui se termine ou à quel moment elle commence? Voilà, c'est une question qu'on se pose et dont on n'a pas la réponse. Bien sûr. Ouais, d'ailleurs, il y a Anne dans le chat, je la vois en même temps, qui nous dit qu'on ne peut plus jamais vivre comme avant. Et oui, en effet, ça résume bien ce que vous dites toutes les deux. On a Dominique qui nous dit « La période des contrôles est vraiment difficile et absolument pas encadrée psychologiquement. Ne pourrait-on pas prévoir un accompagnement spécifique ?»
Bah, nous, on le préconise, en tout cas, effectivement. Et à ce sujet, en fait, justement, dans la thèse, on a utilisé un questionnaire qui évalue la peur de la récidive et qui permet de savoir si elle est à des seuils cliniquement élevés. Et en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est notamment, pourquoi pas, d'intégrer ce questionnaire, en fait, dans le suivi post-cancer pour pouvoir permettre un peu d'évaluer comment se situe la personne par rapport à ce vécu d'incertitude et pour pouvoir proposer effectivement un accompagnement adapté. Merci. Vanessa, tu voulais pas rajouter que c'était OK. On a Odile qui nous dit: pourriez-vous préciser depuis combien de temps en moyenne les personnes interviewées sont en rémission? Je ne sais pas si vous aviez si vous avez cette donnée. Alors on l'a, mais par contre on l'a plus de tête exactement. En fait, nous on avait regardé, on avait demandé aux personnes des délais en fait, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en rémission depuis moins d'un an, 1 à 5 ans, plus de 5 ans, etc. Là, le chiffre moyen, on ne l'a pas en tête. Après, si on a une modalité éventuellement pour communiquer, après on pourra le transférer. Ça marche, merci. Navré. Alors là, ça va être, j'essaie de faire un petit peu pour voir quelles questions reviennent les plus souvent. Après, en fait, on a beaucoup de réactions, mais Blandine, en effet, qui nous dit que ce serait intéressant de distinguer la peur de récidive proche de la fin des traitements de la récidive à distance. Et du coup, qu'en Oui. pensez-vous? Bah, effectivement, en fait, justement, c'est ce qu'on a évalué, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a regardé si la peur de la récidive, elle était plus élevée chez des catégories d'âge. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des tranches d'âge 18-25, 25-39, etc. Et effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que la peur, elle était plus élevée chez les plus jeunes et qu'elle avait tendance à diminuer avec le temps. Merci. On a pareil Nathalie qui nous dit: il est difficile de s'y retrouver parce que les oncologues n'utilisent pas tous les mêmes mots au même moment. Certains parlent de rémission après les gros traitements, d'autres après l'hormonothérapie, par exemple. Oui, tout à fait. Bah, c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à savoir un petit peu comment vous vivez les choses, parce que on voit bien qu'il y a des retours qui sont très très différents, c'est-à-dire que il y a des médecins effectivement qui vont parler de rémission à partir du moment où on aura arrêté les traitements curatifs, et puis il y en a d'autres pour qui ça va être plus loin, notamment on a le fameux seuil de 5 ans aussi, des fois on attend 5 ans pour arrêter. Enfin, on attend 5 ans plus des fois pour parler de guérison aussi, mais guérison c'est un terme qui ne fait pas consensus aussi. Donc, en fait, on a conscience de toutes ces difficultés à donner un statut et puis bah, ce que ça renvoie aussi, c'est-à-dire que quand on dit on est en rémission, bah, forcément, on se sent en sursis. Donc, c'est des choses qui ne sont pas évidentes et effectivement, il y a beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de consensus et c'est pour ça aussi que ça nous paraît important de voir comment vous vivez les choses, comment vous ressentez les choses pour encourager les professionnels à avoir aussi un discours adapté par rapport à ça. Oui, en effet, ce genre de recherche sert aussi à ça. On a Fanny qui nous dit: comment avez-vous pris en compte les cofacteurs? Par exemple, je me suis séparée peu après mon cancer, donc ma qualité de vie est très impactée à la fois par le post-cancer et par cet événement. Ah, alors, je ne sais pas si tu veux répondre, Vanessa. Alors, la difficulté, et ça c'est un peu la difficulté de toutes les recherches, c'est qu'on garde à l'esprit qu'on mesure quelque chose et on ne peut pas mesurer tous les éléments qui peuvent potentiellement venir impacter votre. C'est pour ça que c'est aussi important pour nous de ne pas se contenter simplement de questionnaires ou autres, mais qu'on essaie quand même d'avoir un échantillon un peu moins important parce qu'on ne peut pas interroger 1000 personnes. D'essayer quand même d'avoir assez de personnes qui peuvent un peu aussi nous expliquer que c'est pas simplement que la qualité de vie est impactée par l'après-cancer, c'est qu'aussi il y a des personnes qui sont dans des situations de vie qui n'ont pas forcément de lien direct avec, enfin qui se rajoutent finalement en effet cumulatif, qui se rajoutent à cette période d'après-cancer, qui vont impacter leur qualité de vie inévitablement. Mais sauf que nous, dans nos études, on va mesurer 4 éléments et on va essayer de les mettre en lien, mais on garde toujours à l'esprit, parce qu'on sait que l'être humain il vit beaucoup de choses, il est très complexe et qu'on ne peut pas réduire la qualité de vie d'une personne à un moment simplement à la peur de la récidive ou à l'intolérance à l'incertitude. Mais ça, ce sont toutes les recherches et c'est pour ça qu'on a besoin de les multiplier aussi, d'évaluer beaucoup de facteurs, même si on ne peut pas les évaluer toutes au même moment. Sinon, on ne saurait plus ce qu'on évalue parce que tout se croiserait finalement. Mais en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on le garde à l'esprit et on est toujours très prudent aussi quand on montre des résultats. On sait que les résultats montrent qu'il y a des liens,
Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, à ce moment-là, au moment où la personne a répondu, qui va venir aussi impacter potentiellement voilà, l'ensemble des choses. Et c'est pour ça aussi qu'il nous faut aussi beaucoup de personnes, parce que si on fait passer des questionnaires qu'à 30 personnes, ces éléments extérieurs auront un impact. Voilà, la personne qui se sépare, la personne qui vit un deuil, la personne, voilà. Alors que plus on multiplie les participants, plus ces éléments-là se réduisent et finalement, on obtient des résultats un peu plus robustes sur le fait que, oui, tout le monde vit des situations qui vont impacter, mais l'ensemble des participants montre bien que ce lien-là qu'on essaye de chercher, finalement, c'est bien ce qu'on était en train de chercher. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire, et merci encore une fois, de participer, parce que plus on a de monde, plus on essaye d'annuler un petit peu plus ce qu'on est en train de chercher, tout en gardant à l'esprit que les personnes vivent aussi pas mal de choses qui vont venir impacter un petit peu nos résultats. Donc, on reste prudent tout le temps sur ces questions. Et si je peux ajouter un petit quelque chose par rapport à ce sujet, effectivement, on ne peut pas forcément tout évaluer parce que il y aura toujours des biais qui vont se présenter, des situations très individuelles. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que sinon on ferait passer des questionnaires qui dureraient des heures. Par contre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est dans les entretiens, c'est qu'il y avait beaucoup de choses sur le soutien social en fait après le cancer, que ce soit les proches, le corps médical, les associations, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure, le sentiment de se retrouver entre guillemets livré à soi-même, le soutien voilà du conjoint, des frères, des sœurs, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a l'air d'être vraiment important. Et c'est quelque chose aussi qui nous semble important d'évaluer pour la suite, pour pouvoir un petit peu rendre compte de ce que ça représente pour les personnes concernées. Merci à toutes les deux, c'est très clair et très juste et très ajusté. Enfin, super. On a, Nathalie qui nous dit je suis surprise que les aspects cognitifs ne ressortent pas, j'imagine, sur l'impact de la qualité de vie, typiquement la mémorisation, la concentration. Je sais que nous, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé suite aux effets secondaires de l'hormonothérapie. Et sans vouloir se faire l'autopromo, il y a des webinaires sur le sujet si ça vous intéresse. Et est-ce que vous, c'est quelque chose qui a été remonté aussi? Alors, pas dans les questionnaires. Dans les questionnaires, après, là, ce qu'on vous présente là, c'est les séquelles qui sont venues de manière la plus récurrente. On vous a vraiment présenté uniquement celles qui étaient rencontrées par plus de 50% des personnes. Donc finalement, c'est énorme. Mais bien entendu, on avait aussi des séquelles sur tout ce qui est cognitif, la mémoire, la concentration, etc. Et c'est aussi beaucoup revenu dans les entretiens, avec aussi toutes les implications que ça peut avoir dans la reprise d'une activité professionnelle, par exemple. Donc ça aussi, bien sûr, oui, c'est quelque chose, on n'en a pas trop parlé, mais c'est quelque chose qui est revenu énormément. Et je vois justement dans le chat qu'on a un commentaire sur la reprise du travail. Effectivement, là, on était plus sur tout ce qui était la récidive, comment la vie, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Mais il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur le retour au travail, les difficultés de retour au travail notamment. Et bien entendu, on ne pouvait pas tout aborder là, mais il y a aussi quelques éléments là-dessus. Il y a plein d'éléments sur lesquels on pourrait faire tout un webinaire. On pourrait encore tenir 1 heure sur un webinaire, c'est certain. Et juste, j'avais vu un petit peu plus haut sur la pérédance, certaines personnes qui posaient la question des patients partenaires. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est pareil remonté ou si vous avez une expérience à remonter là-dessus. Alors, oui, les patients partenaires, on le sait que... alors, il y a plusieurs éléments. Cette question-là, elle est bénéfique. Il y a des personnes qui trouvent aussi un sens, en tout cas, il y a des personnes qui ont envie d'aider les autres et voilà. Et c'est aussi un petit peu l'expérience positive dont je parlais tout à l'heure, parce que cette expérience de patient partenaire, il faut être patient pour être partenaire. Et donc, traverser des pathologies et après vouloir aider les autres, c'est aussi des choses que parfois les gens ne pensaient pas qu'ils avaient ça en eux avant de traverser une maladie. Et donc, c'est un peu les éléments positifs finalement de traverser des expériences difficiles qui donnent des vocations ou donnent des envies à laquelle on n'avait pas pensé. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Ce qui est important pour nous dans les patients partenaires, moi, j'avais commencé à faire ça il y a une vingtaine d'années avec... par exemple, il y a des patients qui n'ont pas envie de parler à des professionnels, qui n'ont pas envie, voilà. Et de fait, ils ont aussi parfois envie d'échanger avec des personnes qui ont vécu la même chose. Et donc, c'est aussi
intéressant et important qu'ils aient à disposition s'ils le souhaitent, et qu'il y ait des gens qui aient envie aussi de partager, d'écouter, d'accompagner s'ils le souhaitent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a conscience que c'est pas pareil d'aller voir un psychologue, que c'est pas pareil de parler à quelqu'un qui a traversé une même expérience. Donc, ces patients partenaires, ils sont précieux. Et de fait, aussi, il faut se dire aussi que c'est pas une obligation, qu'on peut aussi traverser des expériences, et on peut aussi très bien ne plus vouloir en entendre parler, ne pas vouloir forcément être là pour les autres, on veut juste passer à autre chose, on veut juste, voilà. Donc là aussi, c'est important de se dire, c'est pas parce que je suis pas patient partenaire, ou c'est pas parce que je veux aider les gens qui sont, voilà, qu'on est une mauvaise personne, ou qu'on, voilà. Donc, l'idée de ces patients partenaires, c'est que certains en ont envie, certains voilà, et donc, ils peuvent être intéressants de les rencontrer si on en a besoin, ou intéressants d'être patient partenaire, et voilà, si on le souhaite. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Et ce n'est pas parce qu'on traverse une situation de maladie qu'on doit absolument aussi aider les autres. Voilà. Donc, cette question des partages entre pairs, du soutien, d'aider les autres, les Sentinelles le font parce que participer à nos études, c'est énorme pour nous d'avoir ce lien-là privilégié. Mais si les personnes ne le font pas, ce n'est pas non plus de mauvaises personnes, ou ce n'est pas non plus des personnes égoïstes ou autres, ce n'est pas du tout grave, quoi. Le tout, c'est qu'il en faut pour tout le monde et que chacun se retrouve dans ce qu'il a envie. Et de fait, voilà. Donc, les patients partenaires sont une richesse qu'on a, et c'est aussi une richesse d'un point de vue médical, c'est-à-dire qu'ils sont aussi reconnus, et on est de plus en plus dans l'ère de se dire que les patients apportent quelque chose. Ils ne vivent pas juste, ils ne traversent pas juste une maladie, et ce sont des patients qui prennent des traitements, après on ne voit plus, et voilà. C'est aussi plein d'autres éléments qui sont importants dans le domaine médical, qui sont importants d'être aux côtés des soignants, qui sont voilà, intégrés dans certains services. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est précieux, un patient partenaire aussi, pour ceux qui… Et puis on peut être patient partenaire 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après avoir envie de faire autre chose. Donc on n'est pas patient partenaire toute sa vie si on n'a pas envie. Enfin voilà, en tout cas… Merci beaucoup. Et on a juste une petite question encore, parce qu'on arrive au bout de notre heure ensemble. Une demande, en tout cas, de voir si on pourra nous transmettre le lien vers cette carte de l'INCa dont tu parlais, Pauline. Moi, je sais que je ne la connais pas non plus. Donc, voilà, pareil, on va regrouper tout ça sur une belle page de notre site internet, et on vous reviendra, on vous fera un petit mail quand ce sera prêt. Ça marche. Voilà, je crois qu'on a… Alors, il y a encore plein de questions. Il y a Blandine qui nous demandait si justement il y avait un patient partenaire dans ce projet de recherche-là. On peut peut-être répondre juste à cette question-là, et puis après, on se quitte. Alors malheureusement, non, nous n'en avions pas. En fait, nous, là où on avait mobilisé des patients, mais on ne parlait pas de patients partenaires, c'était avant la recherche. En fait, on a rencontré des personnes qui ont eu un cancer, donc avec l'association Perspectives contre le cancer, pour un petit peu cibler justement les aspects qui étaient importants à prendre en considération dans l'après-cancer. Mais par contre, on n'a pas eu recours à un patient en particulier. Ça marche. En tout cas, au début, c'était prévu, et puis oui, parce que cette période-là, voilà. Donc, au début, il y avait vraiment une collaboration, c'était vraiment une recherche participative avec un centre, voilà. Et c'était juste 2 mois avant le confinement. Et voilà, donc le centre, ça s'est plus fait, les choses ne sont plus faites, on n'avait plus accès, on ne pouvait plus, voilà. C'était une recherche qui s'est faite pendant la période Covid, qui a beaucoup changé ce qui était prévu à l'origine, mais le patient partenaire et la collaboration avec les patients était une de nos priorités à l'origine, dans une perspective participative et collaborative avec les patients, qui ne s'est pas fait. Mais c'est pour ça que voilà, les sentinelles, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, et puis surtout la restitution des résultats qui pour nous semble incontournable pour toutes les personnes qui participent. Merci, pardon, j'ai eu une petite incursion d'enfant, donc j'ai coupé mon micro 2 secondes. Qui a été rattrapé au vol. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence et vos participations et vos partages qui ont été précieux ce soir. Je crois que ce webinaire, il a vraiment permis de montrer que voilà, déjà, on n'est pas seul dans nos ressentis, que les vécus sont souvent partagés, que voilà, la peur de la récidive, elle fait partie d'un quotidien, mais qu'il y a des pistes voilà, que chacun doit pouvoir s'approprier pour vivre mieux avec. Et puis que surtout, la recherche, elle avance aussi précisément parce que vous acceptez
toutes, voilà, de partager votre vécu, d'en parler, de répondre à des questionnaires, de participer à des entretiens. Et voilà, vous contribuez toutes et tous à faire mieux comprendre, voilà, ce que ça signifie vraiment de vivre après un cancer. Donc, merci beaucoup. Pour celles et ceux qui ne nous connaissaient pas encore et qui nous découvrent ce soir, vous pouvez bien sûr nous rejoindre. Être sentinelle, je vous l'ai mis là, c'est être tenu à la fois informé des études auxquelles vous pourriez participer, comme certains et certaines l'ont fait pour l'étude de perspective. C'est savoir concrètement ce sur quoi la recherche avance, ce sur quoi les chercheurs, j'ai des chercheuses comme Vanessa et Pauline travaillent, comment ils travaillent et à quoi tous ces travaux résultent. Et c'est aussi rejoindre une communauté engagée et solidaire, comme d'ailleurs vous l'avez montré toutes dans le chat. Je vous ai vu échanger entre vous et c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Donc voilà, si tout ça vous parle, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera ravis de vous accueillir dans notre belle communauté. Je vous ai mis un petit flash code que vous pouvez flasher ou sinon, quand on aura raccroché, vous serez directement redirigé vers notre site, voilà, qui est très, très pratique. Voilà, merci à toutes les deux d'avoir été aussi claires, d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir déculpabilisé aussi. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire ou de nouvelles études. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.